Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une technique d'intégration classique que l'on appelle l'intégration par changement de variable. Alors, je rappelle que cette vidéo est de niveau L1. Alors, on commence avec le théorème suivant, changement de variable, soit I et J, deux intervalles de R, l'ensemble des réels, et F, une fonction continue sur I et à valeur réelle, soit phi, une fonction de classe C1 sur J. Je rappelle qu'une fonction de classe C1 sur J est une fonction qui admet une dérivée sur J, mais qui en plus a une dérivée qui est continue sur J, telle que phi de J, l'ensemble image, est inclus ou égal à I, pour tout couple alpha-bêta qui appartient à J carré. Je rappelle que ça veut dire que alpha appartient à J et bêta appartient aussi à J. J'ai l'égalité suivante, l'intégrale de A qui est égale à phi de alpha à B qui est égale à phi de bêta de f de x dx est égale à l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t, phi prime de t dt. Alors, on a quand même une formule qui semble un peu compliquée et on reconnaît ici f de phi de t qui est en fait une fonction composée. Alors, on dit que l'on effectue le changement de variable x égale phi de t avec phi de classe C1 sur alpha bêta. Je répète encore une fois qu'une fonction phi de classe C1 sur alpha bêta est une fonction qui admet une dérivée sur alpha bêta, mais qui en plus a une dérivée qui est continue sur alpha bêta. Mais puisqu'on a x qui est égal à phi de t, on peut en déduire qu'on a dx qui est égal à phi prime de t dt. Dx égale phi prime de t dt. Alors, si t va de alpha à bêta, alors x qui est égal à phi de t va de phi de alpha qui est égal à phi de bêta qui est égal à b. On va maintenant effectuer la démonstration de ce théorème. Comme f est continue sur I, elle possède une primitive grand F sur I. La fonction g, qui est égale à f grand F rond phi, qui est la fonction composée grand F de phi, est une fonction de classe C1 sur J. Alors, en effet, quel que soit t qui appartient à J, à grand J, on a g' de t qui est égal à f rond phi prime de t, on applique la formule de la dérivée d'une fonction composée, et on obtient grand f' de phi de t multiplié par phi prime de t. Or, grand f' c'est f, c'est petit f, on obtient au final f de phi de t multiplié par phi prime de t. On voit bien que la fonction g est bien une fonction de classe C1, puisque la dérivée, elle existe, et en plus, cette dérivée est continue, parce que en fait f est continue sur i, et comme phi est de classe C1 sur j, phi prime de t est aussi continue sur j, et comme phi de j, on va dire, phi de j, on a vu qu'il était inclus ou égal à i, on voit bien que f est aussi continu évidemment sur phi de j, puisque f est continu sur grand I. Alors, puisque phi est de classe C1 sur j, sa dérivée phi' est continue, donc intégrable sur j. On intègre alors la relation précédente entre alpha et bêta, avec alpha qui appartient à j et bêta qui appartient à j. Par conséquent, l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t phi prime de t dt est donc égale à l'intégrale de alpha à bêta de g' de grand G' de t dt, qui est donc égal à grand G de bêta moins grand G de alpha, qui est égal, puisque je rappelle que grand G est une fonction composée, c'est la fonction composée f de phi, donc c'est égal à f de phi de bêta moins, grand F de phi de bêta moins grand F de phi alpha, ce qui nous donne grand F de B moins grand F de A, qui est donc égal à l'intégrale de A, qui est donc égal à l'intégrale de A à B de f de x dx, puisque je rappelle que phi de bêta est égal à B et phi de alpha est égal à A. On effectue le changement de variable x égale phi de t avec phi de classe C1
sur l'intervalle alpha-bêta, on a dx qui est égal à phi' de t dt, hein, je rappelle, donc a égale phi de alpha, et b est égal à phi de bêta. Donc l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t, phi' de t dt, est donc égale à l'intégrale de a, qui est égal à phi de alpha, à b, qui est égal à phi de bêta, de f de x dx. Et bien voilà, on a effectué la démonstration de ce théorème. Alors, remarque, en général, l'intégrale se présente sous la forme intégrale de ab de f de x dx, et la fonction phi de changement de variable est indiquée. On fait le changement de variable x égale phi de t. On exprime alors toujours l'ancienne variable x ici en fonction de la nouvelle variable t ici. Ensuite, on écrit l'intégrale sous la forme intégrale de phi de alpha égale a jusqu'à phi de bêta qui est égal à b de f de x dx, c'est-à-dire que l'on recherche cette fois un antécédent alpha de a. On connaît a et on recherche un antécédent alpha par phi, et un antécédent bêta de b par phi. Hein. À chaque fois, je répète bien, on se met dans la situation, lorsqu'on pose évidemment le changement de variable x égale phi de t, eh bien au niveau des bornes, l'on recherche un antécédent alpha de a par phi et un antécédent bêta de b par phi. Hein, on connaît a, on connaît b, et on recherche l'antécédent alpha et l'antécédent bêta. Parfois, on reconnaît directement une intégrale d'une fonction écrite sous la forme qui a t associe donc f de phi de t, phi' de t. Dans ce cas, la nouvelle variable s'exprime en fonction de l'ancienne. On pose alors t égale phi de moins 1 de x, d'accord? Et dans cette situation-là, on a donc l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est donc égale à phi de moins 1 de a qui est égal, donc qui est donc égal à l'intégrale, pardon, de phi de moins 1 de a qui est égal à alpha, jusqu'à phi de moins 1 de b qui est égal à bêta, de f de phi de t, phi' de t dt, d'accord? Alors cette situation n'est pas la plus courante. Dans cette situation, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on ne recherche pas un antécédent, mais on recherche cette fois une image, puisqu'on connaît a, et on cherche son image à travers phi moins 1, qui est alpha. Là aussi, on connaît b, et on recherche l'image à travers phi moins 1, qui est égale à bêta. Donc c'est un peu différent de la remarque précédente. Alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette situation n'est pas la plus courante, évidemment. Donc pour éclairer ce théorème et les remarques que je viens de faire, on va voir deux exemples. Alors, premièrement, calculer l'intégrale grand I qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx. Donc ici, on pose x égale sinus de t, donc je connais x, hein, qui peut être égal soit à 0, soit à 1. On a alors dx qui est égal à cos de t dt, et puisque x varie de 0 à 1, lorsque t varie de 0 à pi sur 2, on a bien i qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine carrée de 1 moins sinus carré de t, le tout multiplié par cos de t dt, ce qui correspond donc à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la racine carrée de cos carré de t, multiplié par cos de t dt. Alors ici, hein, je répète encore une fois, on est dans la situation où on connaît x, hein, qui peut avoir comme valeur 0 ou 1, et on recherche à chaque fois l'antécédent, c'est-à-dire que l'antécédent ici de 0 à travers la fonction sinus, eh bien c'est 0. L'antécédent de 1 à travers la fonction sinus, c'est égal à pi sur 2. Cos de t étant positif sur l'intervalle 0 pi sur 2, on a donc la racine carrée de cos carré de t qui est égale à plus cos de t, et on a donc l'intégrale de i, qui est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de t fois cos de t dt, ce qui correspond à une intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de t dt. On sait, d'après les formules de trigonométrie, que cos carré de t, c'est égal à 1 plus cos de 2t divisé par 2, le tout multiplié par dt. Je peux donc sortir la constante 1/2, et je me retrouve à déterminer la primitive de 1 plus cos de 2t, qui correspond en fait à t, hein, la primitive de 1, une primitive de 1, ça va être t. Pour cos de t, on va avoir sinus de 2t divisé par 2, et donc tout ça va être mis entre crochets pour 0 pi sur 2.
Je vais donc ainsi calculer la différence et me retrouver avec i qui est égal à 1/2 entre crochets de pi sur 2 moins sinus de pi, puisque 2 fois pi sur 2 ça fait bien pi. Donc on a bien sinus de pi qui vaut 0 divisé par 2, moins 0, puisque je rapplique la même formule mais pour x qui vaut 0, donc ici pour t ça fait 0, moins 0, moins sinus de 0 divisé par 2, c'est-à-dire encore 0. Donc i est égal à 1/2 multiplié par pi sur 2, qui est donc égal à pi sur 4. L'intégrale i, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx, est égale à pi sur 4. On va voir maintenant un deuxième exemple. Calculer l'intégrale j qui est égale à l'intégrale de moins 3/2 à racine carrée de 5 de 2x divisé par racine carrée de x carré plus 4 dx. Alors ici, on pose t égale x carré plus 4. Donc on se retrouve bien dans la situation où je connais x et je ne vais pas déterminer un antécédent, mais je vais bien déterminer l'image. On obtient ici dt qui est égal à 2x dx. Donc je répète encore une fois que par rapport aux remarques que j'ai faites précédemment, là on est dans la situation où j'ai t qui est égal à phi de moins 1 de x, c'est-à-dire que cette fois je ne détermine pas un antécédent, mais je vais bien déterminer l'image, c'est-à-dire que je vais déterminer t pour x qui est égal à moins 3/2 et je vais déterminer t pour x qui est égal à racine carrée de 5. Et on reconnaît tout de suite ici que si je pose t égale x carré plus 4, j'ai bien ici 2x fois dx qui correspond à dt. Pour x qui est égal à moins 3/2, on a t qui est donc égal à moins 3/2 au carré, plus 4, c'est-à-dire 9 quarts plus 16 quarts qui est égal à 25 quarts. Et pour x qui est égal à racine carrée de 5, on a t qui est égal à racine carrée de 5 au carré plus 4, c'est-à-dire 5 plus 4, 9. D'où j égale l'intégrale de 25 quarts à 9 de dt sur racine carrée de t. Alors la primitive de 1 sur racine carrée de t, c'est 2 racines carrées de t. Je vais donc me retrouver avec cette expression entre crochets 2 racines de t pour x qui vaut 25 quarts et 9, soit 2 fois racine carrée de 9 moins racine carrée de 25 quarts, qui est égal à 2 fois 3 moins 5/2. En développant, ça va nous donner 2 fois 3, 6, moins 2 fois 5/2, c'est-à-dire 5, donc 6 moins 5 est égal à 1. On a bien j qui est égal à 1. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'en ai profité pour vous présenter une technique d'intégration qui était le changement de variable, intégration par changement de variable. J'espère que ça vous a plu et qu'à travers les deux exemples que j'ai traités en détail, vous avez un peu mieux compris comment fonctionnait cette technique. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je vous dis donc à bientôt.